Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je pense, touche à peu près tout le monde à un moment ou un autre. Les grandes affections de la peau. Ah oui, définitivement. On a mis la main sur un plan de cours de dermatologie, des textes de pharmacologie aussi qui couvrent 4 grosses conditions: l'acné, la dermatite atopique, la rosacée et le psoriasis. Sans oublier les infections courantes. Exact. Et notre mission, c'est d'aller voir plus loin que juste la liste de crèmes et de pilules pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. L'idée, c'est de faire le pont entre ce qu'on voit, le symptôme, puis ce qui se passe au niveau des cellules. On va voir que des fois, on utilise des médicaments pour des raisons qui semblent complètement contre-intuitives. Comme des antibiotiques pour une maladie qui n'est pas une infection au départ? Précisément. On va décortiquer la logique derrière tout ça, du traitement le plus simple jusqu'aux nouvelles biothérapies qui, des fois, ressemblent un peu à de la science-fiction. Parfait. Alors, commençons par le grand classique, l'acné. La plupart du monde, moi le premier, on pense que c'est juste une affaire de pores bouchés puis de bactéries. Mais les sources insistent beaucoup sur le point départ, qui est hormonal. Oui, ça c'est vraiment la clé. Dans le fond, tout part souvent d'une stimulation par les androgènes. La plus connue, c'est la testostérone. OK. Ces hormones-là, elles envoient un signal à nos glandes sébacées pour qu'elles produisent plus de sébum. Le sébum, c'est l'huile naturelle de la peau? Exact. Mais quand il y en a trop, le pore se bouche. Ça crée un petit environnement parfait, sans oxygène, où une bactérie bien spécifique va adorer s'installer. Ce qui explique le lien qui surprend toujours un peu entre l'acné et certains contraceptifs oraux. On ne traite pas une infection avec la pilule, là? Non, pas en tout. On s'attaque à la cause première. Les contraceptifs qu'on dit combinés avec œstrogène et progestine, ils agissent comme un régulateur. L'œstrogène, lui, dit au cerveau de ralentir la production des hormones qui stimulent les androgènes. Moins d'androgènes? Moins de stimulation des glandes, donc moins de sébum. On brise le cycle à la base. C'est pour ça que c'est une indication officiellement reconnue. D'accord, fait que le terrain est prêt et c'est là que la fameuse bactérie entre en jeu. C'est ça. La bactérie Chitibacterium acné, on l'appelait Propionibacterium avant, elle se multiplie dans ce pore bouché et plein de sébum. Puis c'est elle qui déclenche la grosse réaction inflammatoire, la rougeur, le gonflement, bref, le bouton. Et c'est là que les antibiotiques arrivent. Exactement. Surtout la famille des tétracyclines comme la doxycycline ou la minocycline. Et j'imagine qu'on ne choisit pas ces antibiotiques-là au hasard. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Leur force, c'est qu'elles pénètrent très bien dans la peau, puis leur mode d'action est super efficace. Imagine que la bactérie, c'est une petite usine qui assemble des protéines pour vivre. OK. Les tétracyclines, elles, rentrent dans l'usine, puis elles vont saboter une machine bien précise sur la chaîne de montage. Pour les techniciens, c'est la sous-unité 30S du ribosome. D'autres, comme l'érythromycine, vont saboter la machine 50S. Dans tous les cas, l'usine arrête de produire. La production arrête, la bactérie peut plus se multiplier. C'est terminé. C'est une super bonne image. Mais avec ces antibiotiques-là, il y a un avertissement qui revient tout le temps dans les notes, puis ça a l'air sérieux, surtout pour les tétracyclines. Absolument. Et ça, c'est non négociable. Les tétracyclines sont à proscrire durant la grossesse. Totalement. Totalement. Et aussi chez les enfants de moins de 8 ans. La raison est biochimique. Ces médicaments-là, ils adorent se lier au calcium. Ah, OK, je vois venir. Oui. Et où est-ce qu'on trouve beaucoup de calcium? En pleine formation, dans les os et surtout les dents en développement. Fait que le médicament peut se fixer de façon permanente sur l'émail des dents. Ouf! Puis causer une coloration. Oui, une coloration jaune-brun. Et ça, c'est pour la vie. C'est un exemple frappant de pourquoi on doit toujours évaluer les risques, surtout pour certaines personnes. Donc, pour l'acné, on a une stratégie à plusieurs niveaux, hormonal, bactérien, et j'ai vu aussi les rétinoïdes, l'isotrétinoïne. Ça, c'est l'artillerie lourde, non? C'est l'arme la plus puissante, oui. Les autres rétinoïdes, c'est un dérivé de la vitamine A qui va agir sur presque toutes les causes de l'acné en même temps. Ah ouais? Elle réduit la production de sébum de façon drastique, elle diminue l'inflammation, puis elle aide à normaliser le renouvellement des cellules pour que les pores arrêtent de se boucher. Mais sa puissance vient avec de très grandes responsabilités. Elle est extrêmement tératogène. C'est-à-dire qu'elle cause de graves malformations chez le fœtus? Oui, exact. C'est pour ça que sa prescription est encadrée par des programmes de surveillance super stricts qui exigent une contraception infaillible. OK, c'est très clair. Donc, si pour l'acné, le problème vient d'un excès de sébum, pour la dermatite atopique ou l'eczéma, les sources parlent plutôt d'un manque.
d'une barrière cutanée qui est défaillante. C'est un changement de perspective complet. C'est exactement ça. Imagine ta peau comme un mur de briques. Les cellules, ce sont les briques, puis les lipides, les graisses naturelles, c'est le ciment. D'accord. Dans la dermatite atopique, ce ciment est de mauvaise qualité. Le mur devient poreux, il perd son eau, la peau devient sèche, puis il laisse entrer toutes sortes de choses. Des allergènes, des irritants, et le système immunitaire, lui, il voit ça et il capote. Il se réagit, c'est ça. L'inflammation de l'eczéma, la stratégie de traitement est donc assez logique. Il faut réparer le mur et calmer le système immunitaire en panique. Précisément. Pour réparer le mur, la base, ce sont les émollients. Les crèmes hydratantes, ça peut avoir l'air simple, mais c'est fondamental. Et pour calmer l'inflammation, Là, la pierre angulaire, ce sont les corticostéroïdes topiques, en crème. Mais là, il faut être fin. On met pas n'importe quoi n'importe où. c'est-à-dire, je pensais qu'une crème à la cortisone, c'était une crème à la cortisone. Pas du tout. Il y a toute une gamme de puissance, de faible à très élevée. Sur une peau fine comme celle du visage, on va utiliser un stéroïde de faible puissance, comme l'hydrocortisone. Une plaque d'eczéma épaisse sur les genoux, il va falloir une préparation de plus haute puissance. Le véhicule est important aussi, une pommade très grasse pour une peau très sèche ou une crème plus légère si ça suinte un peu. Et si on veut éviter les stéroïdes sur une longue période, il y a des alternatives. Oui, et elles sont importantes. On a les inhibiteurs de la calcinurine, comme le tacrolimus. Pour faire simple, la calcinurine, c'est un interrupteur qui active les cellules immunitaires dans la peau. OK. Ces médicaments-là vont mettre l'interrupteur sur off, le calmant, sans être des stéroïdes. C'est une super option. Et ça nous amène aux biothérapies dont on entend de plus en plus parler. Le dupilumab est mentionné. Là, on change de ligue, j'imagine. Complètement. On passe de l'interrupteur général à une approche de tireur d'élite. Le dupilumab, c'est un anticorps monoclonal, une protéine conçue en laboratoire pour une mission ultra précise. Et sa mission, c'est quoi? C'est d'aller neutraliser deux messagers spécifiques du système immunitaire, deux cytokines, l'interleukine 4 et l'interleukine 13. Les deux chefs d'orchestre de l'inflammation dans ce cas-ci. Exactement. En les bloquant, on coupe le signal à la source. C'est la médecine de précision dans ce qu'elle a de meilleur. Continuons notre tour d'horizon. Les documents abordent aussi la rosacée, une condition que beaucoup de gens mélangent avec l'acné. Oui, mais les traitements sont très différents. La rosacée, c'est avant tout une maladie inflammatoire des vaisseaux sanguins du visage. Ça donne des rougeurs persistantes, des bouffées de chaleur, des petits boutons qui ressemblent à de l'acné, mais... Sans les points noirs. Voilà, sans les comédons. Une des clés, c'est d'identifier les facteurs qui déclenchent les poussées. Ça peut être le soleil, la chaleur, l'alcool, les plats épicés. Ça varie beaucoup. Et côté médicaments, on retrouve des noms connus, mais pour des raisons surprenantes, la doxycycline, encore elle, et le métronidazole, un autre antibiotique. Attends une minute. On revient des antibiotiques pour une maladie inflammatoire et vasculaire. Ça semble pas logique. C'est là que ça devient fascinant. On a découvert, un peu par hasard au début, que ces médicaments-là, à des doses plus faibles, ont de puissants effets anti-inflammatoires. Vraiment? Oui, on ne sait pas encore tout sur le mécanisme exact, mais il semble calmer la réaction immunitaire de la peau. C'est un bel exemple de repositionnement de médicaments. On prend un outil fait pour une chose et on s'en sert pour autre chose. Je vois aussi l'ivermectine dans la luste. On en a beaucoup entendu parler dernièrement pour d'autres raisons, mais son rôle ici, c'est quoi? Ben, pour la rosacée, on pense qu'un acarien microscopique qui vit sur notre peau, le démodex, pourrait jouer un rôle en proliférant trop et en déclenchant l'inflammation. L'ivermectine est un antiparasitaire qui va réduire la population de ces acariens. Et elle aurait aussi un effet anti-inflammatoire direct. On le pense, oui. C'est un vrai travail de détective. Passons au psoriasis, une autre grosse maladie inflammatoire mais qui se présente très différemment, avec des plaques épaisses squameuses. Ici, le problème central, c'est que le cycle de vie des cellules de la peau s'emballe. Normalement, une cellule met environ 1 mois pour mûrir et arriver à la surface. OK. Dans une plaque de psoriasis, ce processus est accéléré. Ça prend juste quelques jours. Les cellules s'accumulent à la surface parce qu'elles n'ont pas le temps de s'éliminer, ce qui crée ces plaques épaisses et argentées. Sur un fond de peau très rouge, très inflammé. C'est ça. La stratégie, c'est donc de freiner cette multiplication de cellules et de calmer l'inflammation. Exactement.
Pour les formes légères, on utilise souvent des traitements locaux. Encore une fois, les corticostéroïdes topiques de haute puissance sont très utiles. On les combine souvent avec des analogues de la vitamine D, comme le calcipotriol. Et ça fait quoi? Ça agit en ralentissant la croissance des cellules de la peau. C'est une belle synergie. Et pour les cas plus sévères, des notes parlent de photothérapie et de traitement systémique. Oui, quand les crèmes suffisent plus. La photothérapie, c'est l'utilisation contrôlée de rayons UV en cabine médicale. Les UV ont un effet qui calme le système immunitaire et ralentit la prolifération des cellules. Et au-delà de ça, les biothérapies, encore une fois. Oui, on a tout un arsenal, un peu comme pour l'eczéma. Elles vont cibler d'autres messagers de l'inflammation, comme le TNF-alpha ou les interleukines 17 et 23, qui sont les grands coupables dans le psoriasis. Terminons avec les infections cutanées plus classiques. Parlons de l'impétigo, un grand classique des cours d'école. L'impétigo, c'est une infection bactérienne très superficielle, souvent un staphylocoque ou un streptocoque. Pour les cas limités, un traitement local est super efficace. On utilise souvent le mupirocine. Un antibiotique en crème? Oui, et il est vraiment intéressant. Son mécanisme d'action est unique, différent des autres. Il bloque la fabrication d'une protéine essentielle à la bactérie. C'est net et précis. Et si l'envahisseur, c'est pas une bactérie, mais un champignon, comme dans le pied d'athlète? Là, on change complètement de cible. La plupart des antifongiques locaux, comme le clotrimazole, font partie de la famille des azoles. Leur stratégie, c'est de saboter la fabrication de l'ergostérol. L'ergostérol? C'est un lipide qui est absolument essentiel à la membrane du champignon. C'est un peu l'équivalent du cholestérol dans nos propres cellules. Et j'imagine que l'astuce, c'est que nos cellules à nous, elles n'ont pas d'ergostérol. C'est là toute la beauté du concept. Nos cellules, elles utilisent du cholestérol. En ciblant l'ergostérol, on frappe le champignon à un endroit vital sans toucher à nos propres cellules. C'est ce qu'on appelle la toxicité sélective. Être méchant avec l'envahisseur, mais doux avec l'autre. C'est exactement ça. Alors, si on résume ce voyage au cœur de la peau, on est parti de l'acné, où il faut gérer un équilibre entre hormones et bactéries, puis on a vu que pour la dermatite, la rosacée et le psoriasis, on apprend à moduler une réponse immunitaire qui s'emballe. Oui, avec des outils de plus en plus précis. Des stéroïdes à large spectre jusqu'aux biothérapies qui sont presque chirurgicales. Et pour les infections, on exploite les faiblesses uniques de chaque microbe. Tout à fait. C'est fascinant de voir comment la compréhension de la biologie nous a donné des outils pour agir de manière de plus en plus intelligente. Et pour conclure, quelle serait la pensée à retenir, la question à se poser après cette discussion? Je crois que ce serait de réfléchir à un paradoxe. On a vu que les antibiotiques sont des outils incroyablement précieux, qu'on utilise même pour leurs effets anti-inflammatoires. Right. Mais leur utilisation massive, même en crème pour une condition aussi commune que l'acné, ça contribue goutte à goutte à l'énorme problème mondial de la résistance bactérienne. C'est un bon point. La question pour l'avenir, c'est donc comment on continue de traiter efficacement ces affections qui affectent vraiment la qualité de vie, tout en étant de bons gardiens de ces médicaments pour qu'ils restent efficaces contre les infections graves, celles qui peuvent tuer. C'est un équilibre incroyablement difficile à trouver. Un défi constant pour la médecine.